verra ça après. Donc bonjour, je suis Pierre Banzé, donc cofondateur de Transchain. Alors Transchain, on fait de la logistique, mais on fait d'abord de la blockchain. Donc effectivement, je peux rejoindre pas mal des intervenants sur le fait que ça reste un moyen et que ça, enfin, c'est là pour s'appliquer à des cas d'usage. Néanmoins, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui les technologies blockchain, comme l'a pu démontrer Karl avant, ont soit été faites de manière privée, donc est-ce que c'est vraiment de la blockchain, de manière publique, plutôt dans un cas d'usage très précis, qui est un cas d'usage spéculatif, qui sont liés aux crypto-monnaies. Alors non, Transchain n'a pas été fondé par des anciens de SAP, on travaille sur pas mal de choses avec SAP, on vient soit du privé, soit du public. Timothée, qui est un de mes cofondateurs, a fait 10 ans de CNRS avant, donc il a plutôt de la recherche. Et on a été hyper pragmatique. Donc oui, on voulait faire de la blockchain parce qu'on avait trouvé des cas d'usage d'abord, dans la supply chain et dans d'autres métiers. Aujourd'hui, vraiment, notre solution s'applique au business. Et on s'implique vraiment dans la démocratisation de cette technologie au niveau français et mondial. À titre personnel, je suis impliqué dans les travaux de normalisation et de création de la norme ISO sur cette technologie auprès de l'AFNOR et du comité ISO, au niveau français et international. Et du coup, alors pour revenir un petit peu, on verra ça après, plus sur la technologie de notre société, ce qu'on fait, c'est qu'on a été hyper, comme je l'ai déjà dit avant, hyper pragmatique. On a enlevé tout ce qui pouvait être crypto-monnaie, et je reviendrai un petit peu dessus après, tout ce qui est consommation d'énergie, ou toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui la technologie est difficilement applicable de manière, enfin en production, donc à grande échelle, dans les entreprises. Juste un petit focus sur aujourd'hui cette transformation digitale qui forcément prend du temps, même si elle va hyper vite, elle prend du temps. Aujourd'hui, oui, effectivement, on a encore recours au mail et au papier, au fax, enfin à toutes ces choses qui font que c'est compliqué de s'y retrouver parce qu'on est dans un entre-deux-mondes. On a du mal du coup à sécuriser ces données et forcément d'en assurer leur traçabilité. Une traçabilité globale, c'est complexe. Pourquoi? Parce que sur une chaîne logistique, il y a plein de systèmes d'information différents, il y a plein d'acteurs différents et surtout ils ont tous des intérêts différents. Et du coup, pour ça, il faut qu'il y ait une technologie qui puisse être ce tiers de confiance. Alors, je rejoins Clément là-dessus, vaudrait mieux qu'elle soit publique. Parce que si une technologie de confiance n'est pas publique, si on est copains à la base et qu'on est tous d'accord pour tricher, de manière privée, si on se met tous autour d'une table et que de manière collégiale on décide de tricher, on peut le faire. C'est un peu le principe d'une blockchain privée. En fait, la confiance est un prérequis à l'entrée. Ce qui est le contraire d'une blockchain publique, c'est le consensus qui va créer cette confiance. Même si on peut très bien mentir dans une blockchain publique, ça n'empêche que derrière on ne pourra pas dire qu'on n'a pas menti. Voilà un petit peu. Et en plus, le monde de la supply chain, c'est des très gros acteurs et des très petits. Et cette disparité d'acteurs engendre également une disparité de moyens technologiques et de transformation digitale. Donc quand vous avez en début de chaîne quelqu'un qui vous envoie une transaction via un EDI, que vous la réceptionnez, ça va. Puis après, vous devez l'envoyer à un petit transporteur dans le Larzac ou je ne sais où, lui, vous l'envoyez par fax. Puis après, pour tracer votre marchandise, vous l'appelez toutes les 10 minutes pour savoir où ça en est. Là, je suis à une échelle terre, mais à une échelle mer ou océan, c'est encore plus compliqué de tracer tout ça. Alors, comme vous l'aurez compris, je suis plutôt un expert de la techno plutôt que des métiers. Donc, moi, quand je fais un cas d'usage, je travaille avec des sociétés pour définir ce cas d'usage. En général, elles ont une bonne idée de ce qu'elles veulent faire et on travaille ensemble pour le définir. Donc, je vous montrerai quelques vidéos de ces cas d'usage. Nous, ce qu'on sait bien faire, c'est déployer de la technologie blockchain que l'on a faite pour ces métiers-là. Alors, pour repartir un petit peu, on l'a déjà bien fait avant, donc je vais le faire de manière assez rapide. Il y a 3 grands types de blockchain. Public, tout le monde peut rentrer, il n'y a pas de contrôle pour utiliser la technologie. Privé, on se met d'accord autour d'une table et on décide de ce qu'on fait. Et corporate, on définit qui va être dedans. Donc c'était ce qui était un petit peu appelé avant la blockchain mixte. On définit qui va être dedans, mais il y a quand même une logique de création de confiance, de consensus au fur et à mesure. Ce qu'on va perdre dans la blockchain privée, c'est ce qu'il y a tout à droite. C'est la logique de validation, et donc
Alors, de manière un peu plus juridique, aujourd'hui, les experts du droit tendent à dire qu'une blockchain privée, c'est ni plus ni moins qu'une base de données, et est-ce que ça fait réellement foi aux yeux de la loi? Et ça, c'est une question qui aujourd'hui n'a ni été résolue pour les blockchains publiques et pour les blockchains privées, mais on tend quand même à dire que les blockchains publiques ont une portée légale beaucoup plus forte. Après, on a des logiques de smart contract. Enfin, smart contract, c'est c'est un petit truc qui a été inventé par Ethereum. C'est ni plus ni moins que des calculs algorithmiques, donc des petits programmes qui sont exécutés sur tous les nœuds de la chaîne. Il y a d'autres moyens de le faire de manière un peu plus anonymisée. J'y reviendrai un petit peu après. Alors ça, c'est la preuve de travail. Ce que vous voyez en haut à gauche, c'est un petit cadenas. On a tous déjà eu un petit cadenas comme ça en main. On est, je sais pas, il y a un nombre de personnes dans cette pièce, on a tous un petit cadenas en main, et on va faire tous un petit jeu, c'est de trouver le code, en tournant les petites roulettes, et de trouver le code qui va permettre d'ouvrir ce cadenas. Personne qui trouve, et là, elle lève la main, elle dit, le code que j'ai, c'est 665. Et là, tout le monde va tester son cadenas, et vérifier que quand il le met en position 665, ce petit cadenas s'ouvre. Et donc, quand ce cadenas est ouvert, on va pouvoir dire, ok, c'est bien 665, le code qui permet d'ouvrir ce petit cadenas. C'est ce qu'appelait Karl avant le node, c'est ce qui va permettre de générer le hash. Sauf qu'en fait, quand on a trouvé ce 665, sur Bitcoin, il y a un enjeu hyper important, c'est qu'on gagne toutes les 10 minutes 12,5 Bitcoin. Alors même si Bitcoin a vachement perdu de sa valeur, je crois qu'il a 3 000 € aujourd'hui, 30 000 € pour 10 minutes de travail, c'est quand même déjà pas mal bien payé. Mais le problème, c'est que ça consomme énormément d'énergie. Alors là, je vous ai pris un graphique qui date en fait, il date de ce début d'année. En début d'année, le Bitcoin plus le réseau Ethereum, qui sont les deux plus gros réseaux de blockchain publics utilisant la preuve de travail, même si c'est un petit peu différent, là c'est très technique, je ne vais pas rentrer dedans, était en 51e position mondiale par rapport à des pays. Donc ça consommait un tout petit peu moins que le Portugal, non, un petit peu plus que le Portugal et un petit peu moins que le Bangladesh. Bon, aujourd'hui, ça consomme plus que la Belgique, ou au moins tout autant que la Belgique. Et du coup, en fait, je reviendrai un petit peu après, mais ça consomme 10 réacteurs nucléaires en permanence. Donc, pour utiliser le Bitcoin, c'est 10 réacteurs nucléaires. Le calcul est assez simple à faire, on pourra y revenir après. En plus de ça, sur un réseau, alors là, je vais parler vraiment de blockchain plutôt pour les entreprises. Ça, c'est un des réseaux les plus connus, enfin une des crypto-monnaies les plus connues, qui s'appelle Ethereum. Et Ethereum, du coup, là, vous avez le pic qu'on a tous connu, et c'est ce qui a fait souvent connaître le Bitcoin ou les crypto-monnaies au grand public. C'est ce pic de décembre dernier, où, alors là, l'Ether est monté à je crois, 1200, ouais c'est ça, 1200 $. Le Bitcoin est monté à quasiment 20 000 $. Et en fait, la mort de ces réseaux, d'un point de vue blockchain en entreprise, c'est leur succès. Je vais vous expliquer ça très simplement, c'est-à-dire qu'en fait, cet Ether est indexé en fait sur l'utilisation du réseau. Quand vous exécutez un smart contract, ce qu'on appelle les smart contracts, vous allez consommer des gaz. Ces gaz, ça permet en fait d'exécuter ces contrats sur la chaîne, et plus la chaîne va être utilisée, donc quand on arrive sur des pics de charge qu'on peut un petit peu voir à ces endroits-là, et bien en fait, publier un smart contract, ça va prendre plus ou moins, enfin, le temps, sur Ethereum ça arrive, on arrive à faire 80 transactions secondes, donc ça va, mais par contre, ça va coûter beaucoup plus d'argent. Et donc, quand vous êtes une société et que vous commercialisez des solutions reposant sur des blockchains publiques type Ethereum, vous dites à votre client, voilà, quand on travaille ensemble, c'est un exemple, je ne sais pas, enfin voilà, bon, ça coûte 2 € pour faire une transaction et certifier un document, voilà, et puis à un moment, il y a un pic comme ça sur un réseau, et puis en fait, le réseau vous dit, bah maintenant, pour publier une transaction, ça vous coûte 1,50 €. Et donc vous dites à votre client, ok, moi je vais rajouter la TVA, ça va me coûter quasiment 2 €, et donc en fait, je ne marge plus. Et donc en fait, le problème, c'est soit je discute avec mon client et je lui dis, bon maintenant ça coûte plus cher, en général il est rarement d'accord, soit je m'assois sur ma marge. Et à un moment, une société sans marge, sauf si c'est une association, ça meurt. Donc globalement, le problème de ces réseaux-là, c'est que c'est hyper spéculatif et on n'arrive pas à définir un prix cohérent avec son client. Donc ça pose quand même un vrai problème. C'est est-ce que c'est vraiment appliqué à des solutions d'entreprise en production? C'est-à-dire pour faire des POC, oui, Ethereum, ça marche très bien. Si je dois l'appliquer de manière à grande échelle, est-ce que ça marche encore? Et donc
donc ça, c'est deux réacteurs nucléaires. Bon, j'ai fait dans l'autre sens, mais globalement, en fait, ces réseaux-là, on consomme 5 fois, ils consomment 5 fois ces deux réacteurs nucléaires, donc c'est quand même imposant. Et c'est surtout un peu inutile pour faire ce jeu du petit cadenas qui n'a aucune utilité à l'échelle du monde. Alors, Transchain, pour revenir sur ce qu'on fait, nous on a été du coup, on a enlevé ces côtés crypto-monnaies. Ça évite justement de rendre tout ça illisible et hyper compliqué pour les entreprises. On a pensé quand même que tout le monde avait des solutions informatiques, peu importe leur niveau de digitalisation, et qu'il était important de continuer de les utiliser et de pouvoir s'interconnecter de manière hyper simple dessus. Parce qu'on a, on a déjà fait des cas d'usage où, par exemple, on va remplacer des petites briques d'interconnexion de logiciels qui s'appellent par exemple les EDI pour mettre de la blockchain à la place. Ça coûte beaucoup moins cher et c'est beaucoup plus simple à faire. Et on a du coup un pricing clair. Donc ça va aller de 50 centimes à quelques centimes, même un petit peu en dessous de 5 centimes. Ce qui permet que quand j'annonce un prix à mon client, qu'il sache exactement combien il va payer et ça ne va pas changer dans le temps. C'est un petit peu comme quand vous achetez un timbre. Si vous utilisez un timbre que vous avez acheté aujourd'hui dans 10 ans, il vous permettra quand même d'envoyer une lettre. C'est un petit peu le principe qu'on a réutilisé, c'est de dire voilà, quand vous achetez des transactions chez nous, si vous achetez une transaction, vous l'utilisez aujourd'hui dans 10 ans, ça vous permettra de faire une transaction. Et on a rajouté un haut niveau de transaction. Car avec l'exemple du Starbucks avant, effectivement, Bitcoin c'est un bloc toutes les 10 minutes et c'est environ 5 transactions par seconde. Donc vous imaginez bien qu'il y a plus que 5 personnes dans le monde qui veulent commander un Starbucks dans le monde toutes les secondes. Et en fait, si on a 10, vous créez une file d'attente. Et du coup, pour valider, si vous prenez un petit latte au lieu d'un grand latte, la commission étant moins intéressante, vous allez attendre le bloc suivant. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire une file d'attente sur Bitcoin au mois de décembre de 4 jours. Donc 4 jours, là, le café il est plus froid, il est même plus bon. Donc voilà, vous imaginez bien que ça pose un vrai problème pour des micro-transactions. Bitcoin, ça pourra marcher sur des très gros volumes et ça continuera de marcher même si ça consomme beaucoup trop d'énergie. Ça reste un cas d'usage qui a 10 ans et qui n'est plus adapté pour le monde réel et aux technologies habituelles. En fait, il a été vraiment victime de son succès et c'était un petit peu pour ça que je le disais avant. Il n'était pas dimensionné pour marcher à une telle échelle. Alors ça, c'est notre façon de voir les choses. En gros, c'est notre courbe de prix. Donc un peu comme Ethereum, là, elle part d'en haut, elle descend en bas. Sauf qu'en fait, là vous allez avoir tout en haut le prix du jeton, de manière unitaire, et en bas, une courbe au volume. Vous m'en achetez 1000, ça vous coûte 50 centimes le jeton. Vous m'en achetez 1 million, ça vous coûte à peu près 15 centimes le jeton. Au moins, vous savez combien vous allez payer. Si votre volume annuel, c'est 1 million, vous commandez 1 million de jetons au début janvier, et vous en avez pour toute l'année, vous n'avez même plus besoin de vous occuper de moi. Si vous êtes un éditeur de logiciels, vous m'achetez 10 millions de jetons, et vous vendez par paquet d'1 million à vos clients, vous les vendez 10 centimes, tout le monde est content, tout le monde a gagné de l'argent, et en plus, vous gardez la maîtrise sur vos clients. En gros, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a un réseau, et qu'on est capable d'héberger n'importe quelle application métier faite sur la blockchain, sur notre réseau, et donner de la simplicité pour tout le monde, celui qui utilise la solution et celui qui la conçoit. C'est une visibilité de prix. Et voilà, et en plus ça tourne là-dessus. Alors c'est un petit peu moins imposant qu'un réacteur nucléaire, on est un peu déçu. On voulait faire un gros truc, on a fini par faire un Lego. Alors là, il n'y a aucune invention, hein. C'est un Raspberry Pi, à part la remis dans la boîte, il n'y a pas de R&D. Ce qu'on veut dire par là, c'est que finalement, nous on arrive à faire tourner notre blockchain sur quelque chose qui consomme 10 watts. Donc avant de réussir à faire 10 réacteurs nucléaires, pour en mettre un petit peu sur le marché, et avec ça on fait 1000 transactions par seconde sur un réseau qui est complètement public. Donc là il n'y a pas de consortium de privé ou autre, c'est vraiment complètement public. Et donc, alors là on l'a matérialisé, c'est plutôt pour des fins de démo, en fait, on l'installe en général sur les ordinateurs des personnes et ça consomme beaucoup moins qu'une boîte mail, mais c'est juste pour faire la parenthèse par rapport à la consommation énergétique. Alors ça c'est l'équipe, on a un petit peu grandi, on a commencé il y a 2 ans, on était les 3 d'en haut, et maintenant on est une bonne dizaine, il en manque encore quelques-uns d'ailleurs sur la slide, et du coup on a plutôt un cœur d'ingénieurs et de personnes qui sont capables de développer de la technologie, mais pour être compréhensible, on a quand même mis quelques personnes qui sont capables de parler plus ou moins aux humains, qui sont capables de faire des présentations compréhensibles, enfin j'espère. Alors là, je vais quand même un petit slide encore sur les projets. Alors oui, comme toutes les startups, on a fait des POC.
On a aussi fait des choses qui sont passées en production, ou alors on est passé directement en production. Alors oui, ça prend du temps, on est sur une technologie qui n'est pas mature, avec des cas d'usage qui forcément demandent de la réflexion et du temps pour les entreprises avant de les mettre en place. Mais on a quand même réussi à passer certaines choses en production, en tout cas qui continuent de tourner dans un périmètre de temps qui n'a pas été défini, ce qu'on appelle la production finalement. Sur des marketplaces, en fait, on a travaillé sur la certification de taxes et l'importation avec la Poste et les douanes. Donc là, on est vraiment sur un pote avec un périmètre de données hyper restreint sur les dom-toms. L'idée, c'est vraiment de voir si on est capable d'automatiser les traitements et de permettre de faire des retours de manière hyper simple sans avoir à gérer du dédouanement. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, quand vous allez au dom-tom, il n'y a pas Amazon pour une raison très simple, c'est que s'il y avait Amazon, le problème c'est que la gestion des retours pour les services douaniers est beaucoup trop importante par rapport à leur capacité de gestion. Ils devraient rajouter, je crois, une bonne centaine de personnes pour réussir à gérer ça. Donc vu qu'ils ne veulent pas le faire, Amazon ça ne marche pas par exemple en Guadeloupe ou dans des pays de ce type-là. On travaille beaucoup avec des éditeurs de logiciels, notamment du coup là on peut remettre SAP, avec qui on a fait des cas d'usage avec des gros industriels, soit pour certifier les transactions partant de leur réseau, soit pour remplacer des briques existantes type EDI ou autre, et regarder ce qu'on était capable de faire en interconnexion rapide entre deux sociétés. Donc se dire, voilà, je veux garder de la traçabilité, on est au moment de Noël et j'intègre 3 nouveaux partenaires. J'ai pas le temps de mettre 3 EDI en place parce qu'il faut 6 mois de développement. Par contre, je peux mettre un modèle de données qui me permet de garantir et de sécuriser mes échanges. Voilà. Et alors là, je vais vous parler d'une application métier, plutôt faite dans la supply chain, qui va vous permettre de comprendre un petit peu près tout ce qu'on peut faire avec la blockchain, alors sur différents points. On a beaucoup parlé de digitalisation de documents, d'échange de responsabilités ou de choses de ce type-là. Je pense qu'effectivement, c'est la base. Si on n'est pas capable de tracer où part la marchandise et où elle arrive, on va avoir du mal de rajouter des choses par-dessus. Donc il y a des fonctionnalités qui sont essentielles pour réaliser les autres. Mais par-dessus, on peut en mettre beaucoup plus, type des KPI en contrôle qualité, mais également on pourrait imaginer de la traçabilité des émissions de CO2. On sait d'où part la marchandise, on sait où elle arrive, et on sait éventuellement quel est le véhicule qui l'a transporté. Donc on est capable de calculer l'empreinte carbone du transfert de cette marchandise dans un milieu physique. Après, c'est plus ou moins ce que Clément a fait dans ces différents cas d'usage, c'est gérer les contenants. On veut tracer le contenu, mais le contenant a aussi de la valeur. Dans l'automobile, une caisse mobile, ça a pas mal de valeur, un rôle aussi, et les pertes, ça coûte, je ne vais pas vous le dire, mais c'est forcément une perte de rentabilité pour l'entreprise. Et après, des campagnes de rappel produit, c'est quelque chose sur lequel on travaille qui est hyper complexe, pour une raison très simple. C'est que, je prends un cas dans l'agroalimentaire, c'est ce qui parle le plus. Quand on part de tout en haut, et que on descend la chaîne, on a du mal, la personne qui est tout en haut a du mal à retracer le produit qui est arrivé tout en bas, parce que vu que c'est hyper segmenté, on arrive à le tracer jusqu'à un endroit qu'on a maîtrisé parce qu'on sait qu'on l'a vendu à telle personne, mais après si cette personne ne trace pas de la même manière que moi, lui va savoir où est-ce qu'il l'a envoyé, et ainsi de suite. Et en fait, pour retrouver un œuf, par exemple, il faut 15 jours. Il a déjà fini en omelette depuis bien longtemps, et s'il y avait un vrai problème, ça fait longtemps que vous êtes malade. Mais donc, du coup, globalement, avec la blockchain et avec des systèmes d'interopérabilité simples, on va réussir à casser ces silos, et interconnecter de manière simple au moins des numéros de lot. Je ne sais pas si on arrivera à descendre à la boîte d'œufs ou à l'œuf, parce qu'à un moment, il y a une réalité, c'est que tracer tous les œufs à travers le monde, par la blockchain, ça risque de faire augmenter le prix de l'œuf. Mais au moins, ça permet de tracer au moins jusqu'au lot les produits, ce qui est déjà pas mal. Et après, on est en train de travailler sur un cas d'usage avec une entreprise qui fait du déstockage. C'est des magasins un peu discount qui vous proposent des produits à date courte. Alors là, en niveau de traçabilité, vous êtes vraiment au fin fond du fin fond. Les lots, ils ont été coupés 15 fois, on ne sait plus trop ce qu'ils font là, et vu que finalement c'est du bas prix, on s'en fout un petit peu. Sauf que s'il y a un problème, c'est quand même la responsabilité de celui qui est tout en haut. Il faut quand même qu'il soit capable de l'identifier. Et donc là, on travaille vraiment sur un cas d'usage qui nous permet de descendre sur ce point de détail-là, qui est finalement le point de détail, c'est le plus compliqué, parce que là on va sur des tout petits acteurs,
et avec un niveau de traçabilité qui est hyper compliqué. Alors ça, bon, c'est un cas d'usage qu'on utilise pour expliquer qu'on peut faire beaucoup de choses par-dessus. Donc on est sur du multimodal, on va être capable de tracer les détentions, de tracer les capteurs de température d'IoT, on a mis de l'IoT sur notre chaîne. L'idée étant que plus on aura de données et de capacité à automatiser les process, plus on pourra rajouter des fonctionnalités. Si par exemple on avait de l'IoT, j'ai une petite vidéo après, on verra si j'ai le temps, qui va voir, on va pouvoir voir en fait ces transferts de détention et ce process-là, et on a rajouté un capteur de température, ou si ça dépasse les 18 degrés, je crois, à un moment, vous avez une exécution qui est faite à l'ensemble des intervenants de la chaîne et qui va dire voilà, ton produit, je ne l'accepterai pas de toute manière. Il ne répond plus aux conditions du contrat qui a été passé entre nos parties. Et là, on peut imaginer une exécution d'un contrat d'assurance qui va dire voilà, le produit n'est plus bon, donc on va effectuer tout le process automatique qui va nous permettre de rembourser les bonnes parties et d'imputer la faute sur la personne qui n'a pas respecté sa partie du contrat. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles. Et pour l'illustrer, alors ça, c'est une vidéo que je vais passer, je pense, en fin de présentation. C'est une vidéo de transfert de détention où on va voir des transferts de détention, des validations par QR code au moment où vous arrivez sur la solution. Et l'avantage que vous avez à le faire sur un réseau comme le nôtre, c'est que la crainte que l'on a eue, c'est de se dire, si on fait une énième application métier qui gère le transfert des détentions, ce qui risque de se passer, c'est que je me mets à la place de mon conducteur qui arrive sur un quai, puis là, il se retrouve avec son smartphone, il a 20 applications pour faire des transferts de détention. Et là, il se dit, ok, mais alors là, je suis avec tel client, je dois utiliser laquelle pour que finalement, ça marche avec ce client. Et en fait, ce que nous, on a fait, c'est que vu qu'on a créé le réseau, vous pouvez avoir 20 applications sur votre smartphone, c'est le même identifiant, c'est votre clé privée et publique que vous avez sur le réseau blockchain, qui va vous identifier, qui va permettre de vous faire ce transfert de détention. Donc en fait, c'est un petit peu comme si vous aviez une boîte mail, que vous utilisiez Outlook, Thunderbird, enfin, peu importe quel logiciel pour la boîte mail, vous recevrez vos mails si vous avez configuré votre adresse mail correctement. Et finalement, c'est un petit peu ça. Peu importe la solution que vous utiliserez à la fin, l'important, c'est que le transfert se passe correctement, et c'est un petit peu ce que l'on amène. Après, le process qui va permettre ce transfert de détention-là, c'est pas notre métier, et c'est pas à nous de le faire. Mais par contre, on a fait en sorte que ça marche le mieux possible. On a également rajouté quelque chose, et ça j'en ai pas parlé, mais c'est très important, c'est quand on parle de smart contract, on va valider de la donnée. Donc quand vous êtes sur un réseau type Ethereum, vous allez valider des données. Donc je sais pas, on va vendre 20 oranges à 1 euro l'orange, c'est un peu cher, mais bon, bref. Ouais, c'est sur des chiffres simples et ronds. La personne va voir qui a fait la transaction, même si c'est un numéro, si c'est une clé privée, si on est capable de remonter cette clé, on est capable de remonter l'acteur, jusqu'à la personne finale, qui est la personne qui va recevoir aussi une clé, mais si on est capable, il y a des moyens pour récupérer et retrouver ces clés, on va voir le prix, le nombre d'oranges qui a été envoyé, éventuellement les adresses qui nous permettent de l'expédier et de la recevoir, les adresses physiques, le numéro de rue et compagnie. Et en fait, là, on n'a plus du tout de secret des affaires. Mais la logique même du smart contract, c'est de valider des données et de garantir finalement que tout a bien été validé pour exécuter un contrat. On a rajouté par-dessus, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des contrats qui sont plus applicables au business. C'est qu'en gros, aujourd'hui, on ne va pas valider un prix, on va valider un modèle de prix. C'est-à-dire que vous me dites, vous allez me dire, moi je veux vendre des fruits où je veux un prix et une adresse. Nous, on va tout crypter. Et c'est à vous de dire, voilà, je vais envoyer cette adresse à tel acteur, il faut qu'il ait le prix qu'il va devoir payer, le fruit qu'il va recevoir, et le fait que je vais expédier à telle date. Et après, vous aurez ces informations-là, mais le reste du réseau verra juste qu'à un moment, il y a eu un fruit et un prix qui a été transmis sur le réseau. Il saura peut-être entre qui et qui éventuellement, mais il ne saura pas ce qui s'est passé dans la transaction, ni le volume, ni le tarif qui a été négocié. Ce qui permet de garantir le secret des affaires et d'éviter d'utiliser la blockchain comme un super registre pour faire de la business intelligence de tous nos concurrents. Et alors ça, c'est un peu notre plan de développement. Donc on a été créé en avril 2017. On a avancé jusqu'à un premier test marché qui était dédié à la supply chain, où là on a testé vraiment une solution dédiée à la supply chain en mars 2018. On a fait un deuxième test marché qui était beaucoup plus global à Vivatech,
qui nous a permis de tester la solution appliquée à divers cas d'usage et pas que des cas d'usage supply chain. Et là, on va maintenant en janvier tester notre solution internationale en testant une version 1, donc une version vraiment stable, qui nous permet de gérer de l'IoT, avoir un vrai niveau de transaction au CES à Vegas au mois de janvier, avec certains des cas d'usage que l'on a fait qui seront présents et qui seront testables de manière anonymisée sur notre réseau. Parce que si on sort c'est un peu comme si on sortait une console de jeu. Sans jeu, c'est pas très très drôle. Ça permet de. Voilà, elle est belle, mais à quoi elle sert? Et donc c'est pour ça qu'on a attendu vraiment d'avoir des cas d'usage qui nous permettaient d'avoir un retour d'expérience avant de sortir une version 1 et dire voilà, on sait que ça marche et on sait que ça marche pour l'ensemble de vos métiers. Donc voilà, on a déjà quelques partenaires avec lesquels on a travaillé en supply chain. On a également, alors ça c'est une toute petite société, elle commence à arriver, mais vous devriez les voir, vous devriez la voir notamment à Paris là. Elle organise en fait des circuits courts, donc c'est très simple, elle va du producteur jusqu'au consommateur final, elle fait juste l'intermédiaire et la mise en relation. C'est le premier label sur le sujet qui a été validé par l'État, et en fait nous on amène juste de la blockchain pour simplifier les échanges, garantir les flux, et ne pas faire en sorte que cet acteur-là soit un tiers de confiance. Donc l'idée c'était vraiment de dire, voilà, on a un cas d'usage qui va être en production, c'est pas un POC, ça va prendre de l'ampleur, parce que là ils ont signé une trentaine de Monoprix à Paris, ils ont pas mal de grands acteurs en Ile-de-France déjà, donc c'est quelque chose que l'on fait. On travaille avec SAP, ça on a déjà fait. On a également travaillé sur certains aspects des mobilités avec Colas, donc l'intermobilité dans les villes, et avec Saint-Gobain sur les garanties de ce qui a été livré sur les chantiers en termes de matières premières pour avoir une traçabilité des numéros de série, de ce qui a été finalement transmis sur le chantier. Par exemple, s'il y a un problème d'étanchéité sur un lot de matière à étanchéité, être capable de faire de la maintenance corrective sur l'ensemble des lots l'ensemble du numéro de lot qui aura pu être mis sur 4 ou 5 chantiers différents et de savoir où il se trouve. Donc ça, c'est également des choses qu'on a faites. Et après, je pense que c'est déjà pas mal. Et du coup, je vais vous mettre les vidéos. Mais ouais, c'est plus simple que switcher entre le PowerPoint et la vidéo. Mais au moins, je vais essayer de vous mettre un petit peu de concret sur mes propos qui, je sais, parfois, peuvent être un peu compliqués. Alors, je vais vous en mettre une. Je vais vous en mettre deux. Je ne vais pas vous en mettre. J'en ai 3, mais je vais vous en mettre que 2, ce sera beaucoup plus simple. Parfait, c'est ça que je cherchais. Le son est coupé, il n'y en aura pas besoin, c'est pas grave. Alors, j'espère juste que ça passe parce que j'ai une vidéo qui ça va un petit peu laguer. Je pense que c'est la clé USB. Oui, ça va trop laguer. Parce que j'ai un niveau de qualité qui va être trop important. C'est un peu le problème. C'est le problème du direct. Ça va être... Alors en gros, je ne vais pas vous la mettre, j'en ai une qui est beaucoup plus light et qui suffira. En fait, là, c'était juste un cas d'usage sur la traçabilité alimentaire avec de l'export venant du Sénégal de produits qui étaient des mangues jusqu'en Europe et qui permettait en fait de garantir que c'était bien en fait des mangues issues de la filière bio. Alors là, c'est un cas d'usage de transfert et détention. Donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on a fait. Là, on a fait également l'interface physique, mais c'est pas du tout notre but. Nous, ce qu'on fait en fait, c'est ce que vous voyez là. Donc c'est ce que personne ne veut voir, mais tout le monde utilise. C'est un petit peu comme quand vous utilisez Internet, il y a une multitude de protocoles que vous n'avez jamais vus, mais qui sans eux ne permettraient pas à Internet de marcher. Et on a fait une interface physique qui est dessus, qui est en fait une interface visuelle pour les utilisateurs, mais qui finalement, ça c'est pas notre métier, vous l'aurez compris, c'était juste pour un client spécifique. Donc vous avez un expéditeur, que là on a nommé Kiwigle, tous les noms sont un peu factices, qui va l'envoyer à un destinataire à Marseille, et qui va choisir un transporteur. Là il va après mettre une marchandise, ça pourrait être un numéro de lot, un numéro de série, là je crois qu'on a mis quelque chose de commun, on a mis des oranges, et une quantité, donc un nombre de palettes, de fruits, peu importe, et au moment où il va l'ajouter sur l'ensemble des nœuds de la blockchain. Donc là vous voyez, en fait vous avez 7 nœuds connectés, et sur ces 7 nœuds, bon, il y en a plus, mais là on a montré juste 7, vous allez avoir cette transaction qui va être transmise de manière directe sur la blockchain et qui va permettre en fait de garantir que cette transaction a bien été mise à ce moment-là et qu'elle a été transmise à l'ensemble des nœuds pour validation. Au moment, à la seconde même,
que la solution, que la transaction est validée, tout le monde reçoit le fait que la marchandise a bien, enfin que l'ordre de livraison a bien été émis. Et du coup là vous avez, alors là, ce que je vais rajouter, c'est que là vous avez une interface web, mais ça pourrait, nous on a un tas d'API qui permettent de directement intégrer cette interface à vos logiciels métiers existants, et donc d'éviter de rajouter une interface web, de faire de la ressaisie entre votre logiciel et les données que vous avez dans l'interface web, enfin une multitude de choses qui recomplexifient le process. Nous, l'idée, c'est vraiment de simplifier ça, et c'est vraiment ce qu'on amène. Et là, vous avez du coup ce transfert de détention. Vous avez votre mission, et là, hop, un transfert de détention qui va... Bah non, ça marche pas. Qui va permettre de... alors, je ne sais pas pourquoi ça va marcher. Qui va permettre, en fait, de valider l'acteur qui est... qui reçoit la marchandise. On en est où ? Ah d'accord, moi c'était juste parce que la vidéo est coupée, je ne sais pas pourquoi. Alors en gros, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Là, ce qui se passe en fait, c'est que là vous avez dans le QR code la clé publique. Cette clé publique, en fait, c'est l'identifiant que vous pouvez donner un petit peu comme si c'était votre identifiant sur un réseau classique, qui va vous permettre d'identifier que c'est bien vous, et il est relié automatiquement à votre clé privée, qui elle va être stockée soit sur le téléphone, soit sur le serveur de l'entreprise, et qui va permettre de garantir ce lien permanent entre un identifiant unique qui est finalement la clé privée et une interface physique que vous pouvez donner au tiers, qui est la clé publique. Et là, en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous avez la personne sur le quai qui va scanner ce QR code. Si ce QR code est bon, alors on pourrait mettre derrière le fait que vous soyez bien habilité à prendre des produits dangereux, le fait que vous avez bien encore du temps de conduite. Enfin, après, tout ça, c'est l'interconnexion d'informations qu'on peut regrouper dans des petits programmes. Mais là, ce qui se passe, c'est un transfert de détention. Et si l'ensemble des conditions sont respectées, on vous autorise à prendre la détention de la marchandise et on continue le processus de logistique. Donc voilà un petit peu ce qu'on fait. Ça, c'est un cas d'usage parmi tant d'autres. Et puis, je vais laisser... ouais,